Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. D'abord, il me faut vous remercier pour les nombreux partages, likes sur ma dernière vidéo sur les périples de Benalla. C'est plus Tintin en Afrique, hein, c'est Benalla au Tchad. On a dépassé les 10 000 vues en 4 jours, donc c'est grâce à vous. Donc en tous les cas, merci infiniment. Ça va être certainement difficile de faire mieux. Tout dépend des sujets. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus ardus, pénibles et bon, qui suscitent parfois moins d'intérêt que des polémiques ou des scandales entre guillemets d'État. Un petit préambule. Nos députés sont censés, si vous voulez, rédiger, voter la loi républicaine. Dans ce domaine, nous ne sommes plus souverains. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne impose aux États signataires la supériorité des directives de la Commission sur les lois nationales. Aïe. En d'autres termes, la représentation nationale ne peut légiférer contre une décision de cette commission. Cette commission, qui ne l'oublions jamais, n'est ni élue ni contrôlée par les peuples. Il en est de même pour la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi je dis ça ? Parce que cette même Cour européenne des droits de l'homme a indiqué qu'il ne fallait plus fouiller les visiteurs dans les prisons. C'est-à-dire qu'on passe simplement dans un portique, sous un portique. Et rien n'empêche d'avoir des couteaux en céramique qui ne sont pas détectés par les dits portiques. Il faut savoir que c'est la même Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche d'expulser des, entre guillemets, djihadistes, des ex-GIA, etc., qui sont recherchés en Algérie. Mais nous sommes obligés de les garder dans un hôtel, nourris, logés, depuis 10, 20 ans, car la Cour européenne des droits de l'homme nous dit, si vous l'expulsez en Algérie, il risque d'être condamné à des peines très très fortes, voire à la peine de mort, et donc c'est pas bien, et donc il faut le garder aux frais du contribuable. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il en est. Donc on parle de la prise d'otage, il y en a une en cours, mais bon, je vais revenir sur la fameuse du couple, donc Alençon-Condé-sur-Sarthe, la prison la plus sécurisée de France. Hein. Donc il y a 2 jours, ce détenu, avec sa compagne, a poignardé à plusieurs reprises avec un couteau en céramique, on en parlait, 2 surveillants. Il s'est retranché ensuite en compagnie de sa femme, dans ce que moi j'appelle une garçonnière, hein, pour rester le plus poli possible, c'est ce qu'on appelle l'unité de vie familiale de l'établissement. Donc on se retrouve, on passe tout un week-end ensemble avec sa chérie, et voilà. Et à un moment, ben, effectivement, les gardiens sont venus dire à ce monsieur Michael la fin du week-end. Et c'est là que cet homme de 28 ans s'est rué sur les gardiens avec sa femme, et coup de couteau dans le dos, au visage, à la gorge, etc. D'après les scènes qui nous sont rapportées, c'était une scène de boucherie. Bien, les 2 surveillants ont été hospitalisés, mais à première vue, leurs jours ne sont pas en danger. Évidemment, le coup classique, excusez-moi auprès des musulmans qui m'écoutent, hein, mais le détenu qui était radicalisé a crié Allah Akbar en agressant les surveillants. Bon. Il faut se rappeler quand même que ce détenu a été condamné à 30 ans de réclusion pour avoir séquestré, quand il avait 20 ans, séquestré, torturé et tué avec 2 complices un octogénaire, le pauvre, ancien cheminot rescapé des camps nazis, dans le but de le voler. Et après, en 2015, il avait écopé d'une peine supplémentaire d'1 an pour apologie du terrorisme au moment du Bataclan. Il faut quand même savoir que devant l'indifférence générale, surtout de nos gouvernants, les syndicalistes avaient alerté déjà « Aujourd'hui, on nous agresse pour tuer. Les détenus ont une pratique, ils visent la carotide. » Ils réclament des formations. Certains surveillants n'ont pas eu d'entraînement au tir depuis des années et n'ont aucune connaissance de la pratique du milieu terroriste. Chose extraordinaire, cette même prison a une capacité de 190 places, il n'y a que 110 détenus. Bon. Il faut savoir quand même que déjà, autant que je me souviens, en 2017, on avait décelé une vingtaine de pics artisanaux, un téléphone portable, des produits stupéfiants, du matériel informatique, tout ça dissimulé dans les salles communes.
Bien, pour information, quand on voit ce que ce monsieur radicalisé a fait, il faut quand même savoir qu'on est censé, bien d'ici 2020, il y a 400-500 personnes qui vont sortir, qui sont très énervées, et ça risque de faire du dégât. Mais bon. Alors, moyennant une première publication sur ma page Facebook, j'ai eu un appel d'une personne qui avait quelqu'un de sa famille très proche, qui s'est retrouvé à la prison de Fresnes. Et elle m'a dit, c'est incroyable, on trouvait de tout en prison. Il faut savoir qu'on trouvait de la drogue, des armes, des téléphones, chichons et enfin tout. Évidemment, je vous laisse deviner que le corps d'un homme possède une cavité et qu'il suffit un petit peu de dilater pour entrer un objet que l'on cherche à dissimuler et de le ressortir après. Et quand on a une visiteuse, elle a 2 cavités et je ne vous fais pas de dessin. Voilà la façon dont ça se passe. Et donc, j'ai la confirmation d'une personne qui m'a dit, moi, écoutez, j'ai visité une personne de ma famille et ça se passe comme ça. Et j'ai été complètement affolé à Fresnes. Donc voilà, il faut quand même savoir, d'après les surveillants, qu'ils n'ont aucun moyen légal de forcer un détenu à se lever le matin s'il ne veut pas. On ne peut pas procéder à une fouille au corps sur les visiteurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas palper les détenus. Donc, ce sont quand même 3 aveux qui donnent une photographie terrible du droit français. Soumission totale aux lobbies qui font modifier une par une toutes les lois afin de rendre l'État impuissant. L'État est impuissant. On a abandonné la peine de mort, certes, pour la perpétuité, mais en fin de compte, la perpétuité, c'est en gros 25 ans. Donc, des personnes qui sont vraiment, on va dire, fous de Dieu, radicalisés, hein, bon, au bout de 25 ans, ils sortent. Donc, on se retrouve avec des énergumènes de 45-50 ans qui sont encore de plus en plus dans la haine. D'ailleurs, ce criminel-là, le fils de la victime a bien dit à Metz, lors du premier procès, il ne cessait de tenir son chapelet musulman. Je me souviens de ses sourires lorsqu'il me regardait, des sourires de satisfaction. Et ben oui, donc c'est quand même très très grave et compliqué à gérer, très très compliqué. Bien entendu, il faudrait améliorer les équipements, en construire des places de prison, embaucher du personnel spécialisé, rassembler et isoler les détenus radicalisés. Quand on pense que l'on va faire venir encore des personnes de Syrie, alors quand on vous dit 130, c'est faux, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus d'enfants. Et si vous voulez, par rapport à des jeunes de banlieue qui sont à moitié dans la religion, à moitié dans le banditisme, ils vont se retrouver confrontés en prison avec des caïds qui reviennent de Syrie, d'Irak, auréolés d'une gloire de combattants. Et donc ça va faire des dégâts, parce qu'en fait, quand on s'aperçoit que des jeunes qui sont moyennement délinquants tombent franchement dans un fanatisme qui ne ressemble à rien à la religion qu'on veut nous proposer, qui est d'amour et de paix, des vrais musulmans. Malheureusement, on croise de plus en plus de gens qui sont des faux musulmans et qui ont des comportements pas très religieux, si on peut dire. Donc ça, c'est déjà un premier plan. Second plan, ben, c'est toujours un problème aussi de quartier, de voyous, c'est Grenoble. Grenoble, samedi dernier, vers 22h30, 2 voyous, 17 et 19 ans, du quartier Mistral à Grenoble, ont été pris en charge par un véhicule de la brigade anticriminalité, alors qu'ils avaient été signalés pour plusieurs infractions routières. Feu rouge brûlé, on roule sur les trottoirs à vive allure, on met en danger la vie d'autrui, sans casque, sur un scooter de grosse cylindrée, volé, sans plaque d'immatriculation. Au lieu de simplement de s'arrêter, de se laisser interpeller, parce que compte tenu de la clémence de notre justice et de certains juges, ils ne risquaient pas grand-chose, ils ont choisi de s'échapper, de faire les fortiches, de se moquer des flics.
en sachant que tous deux étaient connus des services de police pour des faits de délinquance. Et bien effectivement, ils se sont retrouvés dans la poursuite coincés entre un bus qui transportait une équipe de foot et le parapet. Et en tentant de doubler à droite, et ben, ils ont eu un accident et ils sont morts. Je vous rappelle qu'ils étaient sans casque. Bien sûr, c'est la coutume, c'est la méchante police qui est tenue pour responsable par la cité. Et effectivement, vous avez une montée de violence et puis une absence, en fin de compte, de force de maintien de l'ordre. Donc là aussi, on vous dira que peut-être il n'y avait plus de flashball, il n'y avait plus de grenades. On laisse brûler 65-66 voitures dans une seule nuit. En plus, c'est la voiture d'habitants des quartiers, je veux dire, quelquefois. Donc vous mettez le feu à votre cousin, à votre voisin qui habite 2 pâtés de maison à côté de vous. C'est grand n'importe quoi. Ça n'arrangera pas la situation. Ça ne fera pas revenir ces jeunes hommes. Leurs familles seront toujours endeuillées. Et au contraire, ça va mettre comment dire, dans la précarité des personnes qui avaient besoin de leur vieux véhicule, qui stationnaient là pour aller travailler. Ça poule tout le monde dans la merde et ça n'arrange rien. Même s'il peut y avoir une colère, effectivement. Mais bon, quand vous roulez à vive allure sur un 2 roues sans casque, vous êtes poursuivi, je veux dire, vous courez quand même un peu au suicide, hein, je m'excuse, mais bon... Alors moi, ce qui me consterne, effectivement, c'est que personne n'en parle. Hein. Les journalistes, les caméramans, pour filmer des voyous qui vandalisent, qui brisent les vitrines quand il y a des manifestations de gilets jaunes, ça va très bien. On laisse faire pendant 3-4 heures le gars qui casse tout, et puis les policiers ils appréhendent quand on s'est bien régalé du feuilleton. Alors, je m'aperçois que les forces de l'ordre interviennent pour disloquer une manifestation qui est généralement relativement pacifique. Mais alors, quelle faiblesse dans les cités, les voyous, etc. Alors là, pas de problème. Hein, c'est calme plat, aucune énergie. Donc je m'excuse, mais mettez un petit peu d'énergie. Ah, mais c'est vrai que dans les quartiers, ça ne dérange pas nos notables parce qu'eux, ils sont tranquillement dans les beaux quartiers. Et ce n'est pas leur voiture à eux qu'on brûle. Donc, c'est délicat. Et c'est le petit peuple qui trinque, qui se retrouve coincé entre les deux. Et maintenant, on continue, je m'excuse, sur la lancée, on est toujours un petit peu dans le contexte islamique, mais bon, on avait un député, Aurélien Taché, qui était invité d'une émission face à la journaliste Zined El Razoui, ancienne journaliste de Charlie Hebdo. Et bon, il y a eu une petite dispute, car ce monsieur a comparé, comment dire, un serre-tête pour une gamine d'une famille catholique à un voile entre guillemets islamique que porte une jeune fille issue de l'immigration. Je m'excuse, mais jusqu'à une date récente, la majorité des fillettes musulmanes n'étaient pas obligées de porter un signe extérieur de religion. Donc, en fin de compte, on peut quand même s'apercevoir que ceux qui banalisent le port du voile banalisent quand même un objet politique, une création de l'islamisme, qui est de voiler les femmes. C'est un projet politique totalitaire, qui a pour objectif au départ un État religieux. Donc on peut arriver à cet État par des voies politiques ou des voies terroristes, mais le même objectif, c'est quelque part une espèce de charia, tout passe par la religion. Alors quand je vois une dame qui est à une réunion, une dame kurde, sans papier depuis 5 ans, déjà, bon, elle est hors la loi, elle vient à une réunion, elle s'adresse à Macron, elle dit qu'elle veut s'intégrer, et en 5 ans, elle ne sait toujours pas parler le français. Donc, elle était bien sympathique, cette petite dame, elle donne son adresse. Mais, attendez, madame, comment vouloir s'intégrer si on ne maîtrise pas quelques rudiments de la langue en 5 ans, franchement? Comment on peut vous donner du boulot? Je ne comprends pas. Bon, et puis déjà, il y a des millions et des millions de personnes qui, eux, maîtrisent parfaitement le français, qui n'arrivent pas à trouver de travail. Donc, vous êtes kurde. Moi, je vois pas, hein, mais à un moment, il faudrait qu'on arrête parce que moi, je veux bien être gentil, mais ça avance à rien. Enfin bon, quelque part, Macron et compagnie, nos dirigeants, montrent leur insondable unité et leur gêne face au phénomène islamiste. Ça passe sur quel pied danser. La question est pourtant simple. Ce n'est pas cette dame qui est rejetée de la société française, c'est elle qui s'en exclut volontairement en portant le voile hors de chez elle. Elle proclame publiquement
que sa tradition culturelle, ses impératifs religieux, sa loi coranique, priment sur les règles de vie occidentales. Elle s'exprime ouvertement son rejet par son attitude, hein, ses habits. Elle rejette quelque part les us et coutumes français. Ce que M. Macron aurait pu lui répondre, c'est que le fameux vivre ensemble implique pour les minorités culturelles de s'adapter un minimum aux usages français, et non le contraire. C'est nous qui devons modifier nos lois et accepter tout. Sans voile, elle trouverait sans doute un emploi au terme d'un processus de sélection fondé sur des critères objectifs. Formation professionnelle, la capacité de faire telle ou telle tâche. Mais Macron nous dit qu'on va condamner les entreprises, on va faire des testings pour savoir les entreprises qui embauchent des femmes voilées ou qui ne les embauchent pas. Mais d'abord, il y a des règles communes qui sont pour tout le monde. Et ensuite, effectivement, c'est la qualité du travail, l'expérience de travail qui va primer. Décidément, c'est quelque chose de très compliqué quand veniment les relations, mais écoutez, moi, je n'ai aucun racisme. Pendant 23 ans, tous les matins, je buvais le café avec des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Kurdes et des Turcs. Donc voilà, on discutait de choses et d'autres, hein, de la vie. Hein. Moi, je me sens supérieur à personne. Simplement, je suis en France. Je voudrais bien vivre dans mon pays avec certaines habitudes, avec certaines traditions. J'y tiens. Il y a des personnes qui viennent d'une autre culture. Je leur demande quand même d'avoir la politesse de respecter ce que nous, on pense. Et voilà, c'est le respect. Et je trouve qu'il y en a de moins en moins et que tout est dû. Nous, on cotise, beaucoup de Français cotisent et beaucoup d'autres personnes qui n'ont jamais cotisé viennent s'installer. Ils ont droit à beaucoup de choses. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un ressentiment de la part des Français. Les Français, s'énervent contre des populations immigrées parce que, en fin de compte, elles obtiennent beaucoup de choses sans avoir cotisé longtemps, sans jamais avoir cotisé. L'aide médicale d'État, on a droit à des APL, des allocations diverses de rentrée et tout. Et le Français, lui, il travaille et il n'a pas droit à grand-chose. Alors, vous allez me prendre pour un vieux con ou pour un vieux fasciste, c'est votre opinion, ce n'est pas la mienne, mais je dis ce qui est, tout simplement. Bon, si moi, chez vous, je vais m'installer au Maroc, faire comme je veux, avec ma femme qui va se balader en mini-jupe les bras nus devant la mosquée, vous allez dire non mais ça va pas, c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qui va nous emmerder, ce Français? Si je vais me demander un steak frites au premier kebab en disant oui, c'est pas normal, il n'y a pas de steak frites ici. Donc voilà, je veux dire, transposer à l'opposé, oublier la colonisation et toutes ces conneries. Hein. Là maintenant, on a changé de siècle, on est dans le nouveau monde, c'est le nouveau monde de Macron. Mettez-vous aussi à notre place. Et après, vous comprendrez mieux. Moi, j'ai des gens que je côtoyais pendant 23 ans, je vous le dis, bonjour, machin, on parlait, différentes fêtes, etc., les fêtes religieuses et tout, on s'expliquait, on parlait de politique, on parlait de religion, etc. Chacun avait un petit peu son opinion, mais bon, on discutait, etc. Je peux même vous dire qu'ils me mettaient en boîte, parce que quand on parlait d'immigration, de sans-papiers, etc., ils me disaient « Ah, mais quand il y a les Roumains qui viennent vous piquer des allocations », là, vous dites rien parce qu'ils sont chrétiens et ils sont européens. Mais quand c'est les gens du bled, vous râlez. Bon, on se charriait mutuellement pour vous dire l'état d'esprit. Mais bon, moi, toute personne qui se lève le matin pour aller travailler, quelle que soit sa religion, eh ben, il se lève, il paye des impôts, il cotise, il s'ouvre à des droits. Mais comprenez que dans un bateau qui est en train de couler, qu'est la France, notre pays, où il y a peut-être une personne qui cotise et 3 ou 4 qui reçoivent, les retraités, plus des tas de gens qui sont dans des situations très difficiles, rajouter 300, 400 000 migrants, immigrés, ou d'autres termes, avec papier ou sans papier, on en fait quoi? Je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui cherchent du travail dans des cités en banlieue, que je connais très très bien, et
Donc déjà, ce sont des gens qui ont été à l'école en France, qui sont quand même de culture française, enfin qui ont une double culture, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Donc déjà, il faut du travail pour tous, parce que plus de travail, c'est plus de cotisations qui rentrent dans les caisses. Et avec ça, eh ben, on pourra peut-être avoir un peu plus d'infirmières dans les hôpitaux, dans les services publics. Pour l'instant, on nous en supprime. Ce qui fait que le service est de moins en moins agréable et que vous faites la queue pendant 24 heures aux urgences d'un hôpital. Ben, c'est une triste constatation, mais s'il n'y a pas d'argent qui rentre, effectivement, et comme les riches, ben, ils sont exemptés d'impôts, eh ben, on prend du pognon sur le dos des pauvres. Donc ça ne peut pas durer, effectivement. Et donc ben, je compte bien sur vous dans 3 mois pour voter pour les bonnes personnes. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura donné des idées de réflexion. On va voir si j'ai des personnes d'une religion différente à la mienne qui vont s'exciter dans leurs commentaires. On verra. Sur ce, encore merci pour tous les partages. Continuez, diffusez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Et je vous dis encore merci beaucoup pour la confiance que vous me témoignez. Et puis pour toutes les gentilles attentions et témoignages que j'ai reçus. Encore merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.